manchettes aujourd'hui, ouverture de la prise de rendez-vous pour la vaccination à la population générale. Bonjour, ici Chloé Lemont pour ce bulletin d'information du 29 avril 2021 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, débutons le bulletin d'information avec, comme mentionné en manchette, il y a eu plutôt une conférence de presse du ministre Christian Dubé, donc ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur Horacio Arruda, qui est directeur national de santé publique, et Daniel Paré, directeur de la vaccination, qui ont annoncé le début de la vaccination de masse. Donc, on écoute un extrait de cette conférence de presse. On va aller du côté des bonnes nouvelles parce que c'est effectivement aujourd'hui une belle journée. On a discuté entre nous, est-ce qu'on parlait de la voiture, du tunnel, de la lumière? Non, on a décidé que le ciel commence à se dégager et on commence à voir vraiment les rayons de soleil. Et je pense qu'on attendait tous ce jour-là depuis longtemps. C'est un grand jour pour le Québec. Dans les dernières semaines, les derniers mois, on a mis tous en place et on a préparé notre réseau à l'ouverture de la campagne de vaccination pour la population générale qu'on appelle la vaccination de masse. On a préparé nos cliniques de vaccination, on a mis les pharmaciens, les entreprises du Québec à contribution, on a formé, et c'est rajouté juste dans la dernière semaine, plus de 1000 vaccinateurs qui se sont représentés par Je contribue pour un total maintenant de 12 000 personnes. Je pense qu'on peut le dire, la vaccination jusqu'à maintenant a été un succès et je veux en profiter aujourd'hui pour remercier tout le personnel du réseau de la santé pour tous les efforts qui ont été faits dans les derniers mois. Je suis donc heureux d'annoncer aujourd'hui que nous ouvrons la vaccination à la population générale. Nous savons que les Québécois ont été très patients, très patients, et nous reconnaissons tous les efforts qu'ils ont faits. Donc, je vous annonce que d'ici 2 semaines, toute la population adulte pourra prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Dès demain, les personnes de 50 à 59 ans pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé. Par la suite, on va descendre par tranche d'âge de 5 ans à tous les 2 jours. Et ça, c'est bien important. Ça va se faire en fonction de l'âge, encore une fois, mais de l'âge des personnes et non en fonction des années de naissance. Donc, la semaine prochaine, à compter du 3 mai, c'est les 45 à 49 ans, le 5 mai, 40-44 ans, et ainsi de suite, le 7 mai, 35-39 ans, et la semaine d'après, ce que les gens à mon cabinet appellent la semaine des jeunes. La semaine des jeunes, les 30 à 34 ans, le 10 mai, les 25 à 29, le 12 mai, et finalement les 18-24 ans, le 14 mai. C'est ça les 2 prochaines semaines. Avec les livraisons de vaccins que nous recevons en ce moment, que nous recevrons en mai et juin, et grâce au rehaussement des doses de Pfizer, on sera en mesure de donner une première dose à tous les Québécois adultes qui le désirent d'ici le 24 juin. On l'a dit, on ne veut pas que cette augmentation repose sur les épaules de notre réseau, l'augmentation de travail, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir mis en place ce système de vaccination-là. Donc, pour augmenter la cadence de vaccination, à compter de la semaine prochaine, 10 entreprises seront déjà en action dès lundi prochain pour vacciner leurs employés, leurs familles et la population de la région. Les pharmacies recevront aussi davantage de doses à compter de la semaine prochaine. Maintenant, il n'y a plus aucun doute, on va réaliser notre objectif du 24 juin. Donc, on peut voir justement le calendrier complet avec les dates d'ouverture de prise de rendez-vous à l'écran pour la vaccination. Donc, ce calendrier-là se retrouve également sur la page Facebook du ministre Christian Dubé et effectivement sur le site web du Québec si vous voulez avoir plus de détails. Donc, passant à une nouvelle du côté de Lavaltrie, la maison Rosalie Cadron ouvrira ses portes plus tôt que prévu, soit le 3 mai prochain. L'an passé, les célébrations du 15e anniversaire d'ouverture ont dû être reportées, donc ce fut repris cette année. Nous parlons donc des célébrations 2.0, comme ils l'appellent, avec Sophie Lemercier, qui est directrice générale à cette maison. On l'écoute. En fait, le 2.0, c'est plus on se reprend, c'est ça que ça veut dire. Prise 2, dans le fond, là.
parce que, l'année passée, on avait prévu une super belle exposition qui faisait une rétrospective des expositions qui ont eu lieu dans les 15 dernières années. Puis aussi, il y avait un appel de projet, un appel de dossier que j'avais fait aux artistes lanaudois pour les inviter à s'inspirer de la vie de Rosalie pour créer une nouvelle œuvre. Donc, on n'a pas pu faire ça l'année passée, donc on se reprend cette année. Dans le fond, c'est le clin d'œil qu'on souhaite faire. C'est sûr qu'autour de l'anniversaire, on avait prévu des célébrations, des genres avec des gens. Oui, c'est ça. Puis là, on ne peut plus faire ça. Donc là, ça va être sur la glace. Je pense qu'on va se reprendre au 20e, là, parce que là, ça n'a pas de bon sens de dire peut-être qu'on va faire ci, peut-être qu'on voulait réunir les anciens employés, par exemple, ou faire quelque chose avec l'église de la Valtrie, parce que Rosalie est entrée dans l'église de la Valtrie. Elle a son portrait maintenant là, parce que vous savez qu'elle était devenue religieuse vers la fin de sa vie. Donc, on a un lien avec l'église de la Valtrie pour ça. Une sorte de célébration comme ça qu'on va devoir mettre sur la glace. Donc, ça va être principalement autour des expositions qu'on va célébrer le 15e anniversaire d'ouverture de la Maison Rosalie Cadron. Ce n'est pas son 15e anniversaire de fondation, mais d'ouverture, parce que ça a pris quelques années à la restaurer avant qu'elle puisse être ouverte au public. Donc, on profite de ce 15e-là pour la mettre en lumière. Parfait. Puis là, justement, bon, ça l'ouvre le 3 mai. Les expositions estivales, ils vont arriver en juin. Puis vous m'en parlez un peu, je pense qu'il y en a 2. Oui. En fait, c'est ça le principe cette année, c'est qu'on souhaitait ouvrir plus tôt parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des vacances au printemps puis à l'automne maintenant. On sent qu'il y a une mouvance là-dedans. Fait qu'on s'est dit, d'autres personnes y arrivent, ils prennent des vacances, puis il y a beaucoup de lieux en région qui sont fermés encore, qui ne sont pas ouverts. Donc, on s'est dit, on va permettre aux gens de venir visiter au moins le rez-de-chaussée. Donc, c'est l'exposition permanente de la maison qui est plus facile à ouvrir, à rendre accessible. Puis, étant donné que les gens vont devoir payer pour pouvoir le même prix, ils n'auront pas tout le service. Donc, ce qu'on offre, c'est qu'on va offrir des laissez-passer aux gens qui vont venir nous visiter entre le 3 mai et le 18 juin, ce qu'on appelle l'ouverture partielle, en guillemets. Donc, on va leur remettre un laissez-passer. Ils vont pouvoir revenir dans la saison pour pouvoir visiter les 2 autres expositions, qui vont être une s'appelle de Maison à musée. Donc, ça va être l'histoire, ça va parler de l'histoire de la Maison Rosalie Cadron avant qu'elle devienne un musée. C'est un endroit où il y a des familles qui ont vécu ici, il y a eu une vie. J'ai trouvé des photos aussi de famille. Donc, on va jouer avec ça. Puis aussi des photos du déménagement. C'est quand même impressionnant, une maison qui est déménagée parce qu'elle n'est pas sur son site d'origine. Donc, ça va être ça. Puis ensuite, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va faire une récapitulative des expositions qui ont eu lieu dans les 15 dernières années. Donc, des petits objets de chacune des expositions, des thématiques variées. Puis, au niveau artistique, l'exposition Rosalie, source d'inspiration, va enfin avoir lieu. Donc, 9 artistes lanaudois qui ont pris le défi au vol, qui ont lu sur Rosalie, qui se sont inspirés de sa vie extraordinaire pour créer des nouvelles œuvres. Puis on peut compter dans le lot 2 artistes professionnels quand même qui ont décidé de venir exposer chez nous. Donc on a Hélène Blondin qui habite dans la MRC de Dauphine, Manon Sabourin qui est originaire de Jersey, qui va venir exposer une œuvre chacune. Ils vont venir exposer des œuvres chacune à la Maison Rosalie Cadron. Donc on est très, 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 très contents de ça. Donc, on a bien hâte de recevoir tout plein de visiteurs. L'été dernier, on s'était bien accommodé des restrictions. En fait, on faisait des visites par bulle familiale, puis on va faire cette année pour vraiment garantir que les visites se fassent en toute sécurité. On a notre procédure COVID avec le push-push, puis tout le kit. Là, on est prêt là, pour recevoir les gens en toute sécurité. Donc, la Maison Rosalie Cadron sera ouverte à compter du 3 mai de 10h à 17h du lundi au vendredi et c'est fermé exceptionnellement de midi à 13h sur l'heure du dîner. Donc, passons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour les anniversaires, en ce 29 avril, la FADOC de l'Édipas souhaite un joyeux anniversaire à Michel Gadouri. L'Âge d'or de Saint-Ignace souhaite un joyeux anniversaire à Micheline Fafard. Les filles d'Isabelle souhaitent un joyeux anniversaire à Angèle Jasmin et à Jasmine Carrier-Mathurin. Et le CABA souhaite un joyeux anniversaire à René Lepage. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant à une autre nouvelle du côté littéraire cette fois-ci. Donc, Sylvie Rochefort, qui est une artiste multidisciplinaire née à Repentigny, vient de publier un premier livre de croissance personnelle. Nous l'avons rencontrée dans le cadre de l'émission Un café avec Chloé, animée par moi-même. Donc, on regarde un extrait de cette émission. Ce livre-là, comme je le dis au début du livre, j'ai commencé à l'écrire, ça fait plus de 10 ans. Oh, okay. C'était pas dans le but d'écrire un livre, c'était dans le but d'aider. C'est plus mon expérience d'écoute envers les autres qui m'a amenée à dire « Hey, OK, je fais ça avec cette personne-là. » Ça donne des résultats. Puis là, bien, pour pas oublier un peu ce que je faisais, parce que j'ai aidé beaucoup de gens, pour pas oublier ce que je faisais, bien, j'ai commencé à écrire des chapitres sur le bonheur, sur les remerciements, sur la gratitude, sur les valeurs, sur plein de choses que je transmettais aux autres. Et puis, tranquillement, au fil, je pouvais être 2 ans sans toucher à l'ordinateur du tout, mais à chaque fois que je retournais vers mes écrits, à chaque fois que je me remettais dans mon ordinateur et que je relisais ce que j'avais fait, bien, je rajoutais d'autres choses, j'enlevais des choses. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça ressemble à un livre, ce que je suis en train de faire, tu sais. Puis c'est ça, fait qu'au fil du temps, ça ressemblait à un livre. J'ai décidé d'aller de l'avant dans ce projet-là, qui est un projet qui, d'ailleurs, on dirait que je l'ai écrit pendant la pandémie. Oui, mais le titre. Mais non, je l'ai écrit comme ça fait 10 ans. Et en septembre 2019, j'ai décidé de prendre une pause de ma troupe pour justement aller au bout de ce projet-là. J'avais besoin de faire une pause de ma troupe et d'aller au bout de ce projet-là sans savoir ce qui nous attendait. Puis, bien, c'était dans mes plans déjà de le sortir à l'été 2020. Finalement, il est sorti en décembre 2020. Donc, c'est vraiment un hasard que c'est un livre qui correspond totalement à ce qu'on vit présentement. Il sera donc disponible sur nos ondes au courant des prochaines semaines, donc restez à l'affût pour cette émission. Passons à une nouvelle, en fait, comme mentionné hier, voici la suite de l'entrevue du nouveau concept de bibliothèque de semences à la bibliothèque municipale de Louise-Amélie Panet à Sainte-Mélanie. Dans cette entrevue avec Ghislaine Beaufort, coordonnatrice à la bibliothèque, et Louis-Félix Tessier de la ferme Résilience, nous parlons notamment de la ferme Résilience. On regarde. Un des aspects intéressants de cultiver des semences localement dans une communauté, dans un endroit géographique, c'est que les semences, à travers les générations des plantes, s'adaptent tranquillement aux conditions climatiques de l'endroit. Okay. Donc, que ce soit le sol sablonneux d'une partie de Sainte-Mélanie, que ce soit la zone climatique, la zone de rusticité, l'exposition même au vent, tout ça. On va faire en sorte que les plantes vont être de plus en plus adaptées à notre région. Ça, c'est pas nouveau. Mais le fait de développer en communauté très proche des semences qui ont été cultivées dans la même communauté, ça fait en sorte que si je prends les semences cultivées par ma voisine Rosemary, par exemple, ils ont une acclimatation au niveau des générations qui est très, très semblable. Donc, il y a plus de chances qu'elles fonctionnent bien dans le genre de milieu dans lequel je vais les faire pousser comparé à une semence, même biologique, mais par exemple qui a été développée en Ontario ou dans le nord-est des États-Unis. Donc ça, il y a un aspect de résilience locale encore plus intéressant à ce niveau-là. Okay. Et ensuite de ça, nous, ce qu'on encourage les gens à faire, c'est ouvert à tous les gens de la Nodière, c'est que autant des jardiniers passionnés et qui ont 10 ans d'expérience, qui collectent depuis longtemps des semences, qui en ont énormément,
ils peuvent venir emporter également, en offrir. Ce n'est pas nécessairement ceux qui empruntent qui viennent en donner. Okay. Donc, on se dit qu'il y a une part de semences qui peut arriver d'une main, puis c'est d'autres qui les empruntent. Et ceux qui les empruntent ne vont peut-être pas nécessairement récolter des semences cet automne, mais c'est tout ce bel échange-là. Ouais. Et de venir à la bibliothèque, ça crée des liens et on partage un peu nos connaissances sur le jardinage aussi. Donc, moi, ce que j'ai vu à date, il y a au moins une trentaine de personnes qui sont venues chercher une cinquantaine de sachets de semences. Puis, ça jasait dans la bibliothèque là, de toutes sortes de choses là, sur les fleurs, sur comment les faire pousser, vraiment comment les semis sont différents, que ce soit des fleurs, des fruits, des légumes. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis les enfants aussi écoutent ça, entendent ça. Puis je pense que c'est un plus dans une communauté. Moi, je jardine depuis une quinzaine d'années. Puis je trouve ça agréable de partager cette passion-là aussi dans mon milieu de travail. Autant, Justine, tu mentionnais la Nodière en entier, en effet, ça s'adresse aux gens de Mélanie, mais le but, c'est de rayonner aussi. Ça peut rayonner. Il y a d'autres gens, des gens de la Nodière, de d'autres endroits dans la Nodière ailleurs qui peuvent venir. C'est certain qu'il y a un côté de la cadre au projet. Donc, s'il y en a qui veulent venir voir à la bibliothèque, bienvenue. S'il y en a qui veulent s'inspirer ou discuter avec nous, on est super ouvert à partager. On a déjà développé certains outils pour la gestion. Donc, ça nous ferait plaisir d'en discuter avec d'autres communautés dans la Nodière. Puis, à ceux de Sainte-Mélanie, je dirais, ceux qui sont intéressés à s'impliquer plus profondément dans le projet, je dirais bienvenue, partager des semences, d'autres idées, peut-être même d'autres projets autour de la bibliothèque de semences. Mentionner les jardins collectifs, ça peut être le genre de projet autour d'une bibliothèque de semences qui, bon, comme je disais, on l'avait mentionné dans... Oui, ça germe, mais ça grandit. Puis ça peut être un mouvement, là, ça peut être un mouvement qui grandit vers une ville écologique, une initiative écologique, là, donc une ville en transition. Là. Donc, il y a tout un mouvement des villes en transition c'est juste un petit germe, mais ça pourrait être un germe pour ce mouvement-là. Moi, pour terminer, j'aimerais remercier Vie et compagnie qui nous ont fait des dons de semences. La ferme Résilience, il y a aussi un collectif de Sainte-Émilie de l'Énergie. Donc, on est vraiment content de tous ces dons-là. Puis, on invite encore à en recevoir là, parce que ça part vite. puis j'aimerais aussi que Louis-Félix parle un peu de la ferme Résilience. Qu'est-ce que vous faites à votre ferme? En quelques mots, oui, je peux mentionner. Il y a quelques volets. Les volets principaux, présentement, sont tenus par ma conjointe. Donc, il y a un volet de zoothérapie. Donc, on sert des animaux de ferme en collaboration avec eux plutôt pour aider les jeunes qui ont différentes problématiques. Ça peut être des jeunes et moins jeunes, surtout des jeunes présentement. Donc, les accompagner, les faire cheminer. Avec des techniques de zoothérapie. Ma conjointe est technicienne en éducation spécialisée, d'aller chercher une formation en zoothérapie supplémentaire. Donc, avec des poneys, des poules, des lapins, des chiens, des chats, aller permettre un petit peu à la ferme d'aller donner à l'humain comme ça. Donc, il y a aussi une mission pédagogique, donc en collaboration avec la municipalité Sainte-Mélanie. Aussi, dernièrement, il y a eu des lectures nature qui ont été faites avec le CRED aussi. Donc, c'est vraiment en partenariat avec des bons partenaires comme ça, de réussir à créer des événements où, par exemple, les jeunes en contact avec la nature vont pouvoir se familiariser avec les lectures et avec la nature. Donc, c'est combiner un peu tout ça pour ajouter la dimension pédagogique, justement. Puis sinon, on a aussi production de semences artisanales et puis vente de légumes pour l'instant. Donc, ça, c'est en démarrage aussi. Mais c'est quelque chose qu'on démarre depuis cette année, un petit peu plus, puis on espère faire grandir dans les prochaines années. Donc, si vous êtes intéressé par ce projet, c'est un rendez-vous à la Bibliothèque municipale de Sainte-Mélanie. Passons maintenant à une autre pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103,
ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 avril 2021, à l'âge de 63 ans, est décédée Madame Chantal Valois, fille de Georgette Guertin et de feu Jean-Claude Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, l'ayant précédé sa sœur Anita. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, sa grande amie Joanne Rainville, ses frères et ses belles-sœurs, Jean-Yves Valois, Daniel Baudry, Alain Valois, Lise Guvremont, ses neveux et nièces, Sandra et Yann Courchaine, Frédéric et Karine Valois, Marika et Karl Valois, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure. Le 26 avril 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Denise Camère, épouse de Jean-Guy Asselin, demeurant à Lanoraie. L'ayant précédé son petit-fils Thomas, elle laisse dans le deuil ses enfants, Christian, Julie, André, Sébastien, ses petits-enfants, Alexis, Anaïs et Rosalie, ses frères, Gilles et Richard, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jeanne, Normand, Yvette et Alain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Denise Camère sera inhumée au cimetière de Lanoraie. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 avril 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Hervé Caron, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses fils, Marc et Mario Caron, son petit-fils Nicolas Caron, son frère Bertrand Caron, Lise Fafard, ses beaux-frères et belles-sœurs Jeannette Doucet, Paul-Yvon Bastien, Henri Doucet, Marie-Paul Lafrenière, Jeannine Doucet, Feu Donald Savoie, Robert Doucet, Jacques Doucet, Joanne Lambert, Nicole Doucet, Régent Saint-Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 avril 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Edgar Boucher, époux de Clairette Desrochers, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Louis Boucher, Guy Boucher, Julie Forget, ses petites-filles Imelda Muriel, Marie-Lou Desrosas, ses beaux-frères, belles-sœurs Léopold Desrochers, Denise Larocque, Gilles Desrochers, Cécile Gariepi, Agathe Desrochers, Réal Préville, Lucie Desrochers, Roger Desrochers, Jacqueline Champagne. Lui a précédé son beau-frère Yvon Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un don pour la Fondation de la santé du Nord de la Nodière serait apprécié. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, dans l'intimité de la famille, à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées.
Avant de passer à la météo, faisons un peu les résultats des cas de COVID dans Lanaudière, donc les cas de COVID actifs dans Lanaudière. Puisque nous sommes jeudi, nous avons les cas confirmés par municipalité. Donc, commençons d'abord avec un tableau récapitulatif. Donc, aujourd'hui, les nouveaux cas pour Lanaudière sont de 53. Donc, c'est quand même une petite hausse contrairement aux 42 et 40 que nous avions avant. Sinon, pour les cas actifs, c'est une hausse de plus 8 encore aujourd'hui. Donc, hier, en fait, nous étions à 390. Aujourd'hui, nous sommes à 398. Pour les hospitalisations et les soins intensifs, en fait, hospitalisation moins 2, soins intensifs plus 2. Donc, décès, nous n'en avons pas aujourd'hui. Pour ce qui est des différentes MRC, la MRC d'Autrey a une baisse de 1. La MRC de Joliette a une baisse de 2. MRC de l'Assomption, ça va un peu moins bien, c'est une hausse de 14. Pour la MRC des Moulins, une baisse de moins 3. Pour la MRC de Montcalm, on est à plus 1. Pour la MRC de Matawini, ça reste stable. Maintenant, si nous regardons plus attentivement du côté des municipalités, donc dans notre MRC, qui est la MRC d'Autrey, pour Berthierville, et en fait pour toutes les villes, sauf la Valtrie, on est en bas de 5. Et pour la Valtrie, c'est 7. Donc, on est à 9 cas actifs, il y en a 7 à la Valtrie. Les deux autres sont ailleurs, on ne sait pas où. Pour MRC de Joliette, donc c'est 17 cas actifs, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Et c'est 6 cas pour Joliette, 7 pour Saint-Charles-Borromée. Et ensuite, c'est à moins de 5 pour les restes. MRC de Matawini, donc c'est 15. Donc c'est 15 actifs au total, donc moins de 5 dans tout ça. MRC de Montcalm, c'est 36 cas actifs. Pour ce qui est du sud, donc MRC l'Assomption et MRC les Moulins. Donc l'Assomption, 127 cas actifs, comme je l'ai mentionné plus tôt, et c'est Repentigny qui a vraiment 84, donc qui est une hausse de plus 14. Et du côté de MRC les Moulins, c'est 194 et c'est 141 Terrebonne, 53 Mascouche, donc il y a une baisse de moins 2. Passons maintenant à la météo faite par Xavier Lemire. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui pour cet après-midi, en tout cas on va avoir droit à une belle température. On parle de 18 degrés avec un ressenti de 17. Toutefois ce soir ça va se refroidir un petit peu. On parle d'une température de 14 degrés avec un ressenti de 14. C'est ensoleillé avec quelques passages nuageux pour l'instant, mais ce soir on annonce de la faible pluie. Pour cette nuit, la pluie va se poursuivre avec une température de 8 degrés avec un ressenti de 5. Les possibilités de précipitation vont néanmoins être un peu plus élevées cette nuit avec 100 % de risque de précipitation avec 10 à 15 mm de pluie. Pour demain après-midi, 80 % de chances qu'il y ait de la pluie, de possibilité de précipitation, mais cette fois-ci avec seulement 1 à 3 mm de pluie. Donc ça va être de la très faible pluie pour demain matin avec une température de 11 degrés avec un ressenti de 9. Donc pour la qualité de l'air, elle est bonne, le pollen est élevé et les rayons UV sont modérés. Donc merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Donc, profitez de votre soirée avant la pluie de demain. Et sur ce, c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors, bonne fin de journée. On se retrouve demain. Merci.